C'est bon, c'est comme au théâtre, hein, on va fermer les portes. Eh bien, bonsoir tout le monde est bien installé? Ça va? Bon, hein. Il nous en manque deux, trois, hein, donc ils vont arriver pendant qu'on aura commencé. Tout le monde a bien trouvé l'endroit facilement. C'est bon, vous êtes du coin, vous? Moi, je viens d'un petit peu plus loin, hein. Voilà. Bon, eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous êtes venus pour parler d'hypnose. Vous l'avez dit à vos voisins que vous alliez voir une... Non. En fait, après la soirée, vous allez pouvoir les rassurer, parce que c'est pas la même façon de faire de l'hypnose que celle qui fait peur aux gens, en fait, hein. Est-ce que vous avez une idée, avant d'être venu, de quelle forme d'hypnose il s'agit? Parce qu'il y a des gens qui savent même pas qu'on peut faire différentes façons de faire de l'hypnose. Vous n'êtes pas renseigné. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez vu qu'il sort à la télévision en ce moment, enfin, en cinéma, le livre de la jungle, vous savez. Et dans le livre de la jungle, il y a un serpent. Et généralement, quand on parle d'hypnose, à quoi pensent les gens? Eh bien, ils pensent à K, il s'appelle comme ça, K, le serpent. Aie confiance, crois en moi. Alors, bah, ça fait 180 ans, ça fait presque 200 ans que le phénomène existe, qu'on connaît. Enfin, ça fait des siècles et des siècles que le phénomène existe, mais ça fait 200 ans environ qu'on s'en sert pour aider les autres, en thérapie, hypnose. On va en parler, rassurez-vous. Et les gens sont souvent partagés entre cette connaissance qu'ils ont de l'efficacité de la technique hypnose, on va résumer tout à l'heure d'où elle vient, et ce qu'ils ont vu en spectacle. Qui c'est qui est en ce moment en spectacle et qui fait peur aux gens et qui les attire à la fois? Mesmer, le Québécois qui passe à la télé en ce moment et qui hypnotise nos vedettes sur les télévisions françaises après avoir fait la même chose sur les télévisions québécoises. Et voilà. Et il a pris la succession du Dominique Webb qu'on avait dans les années 70-80. Et comme c'est très médiatisé, mais les gens ont cette image-là de l'hypnose, enfin qui perdure, hein, c'est l'hypnose de spectacle en fait. Alors peut-être que vous étiez venu voir de l'hypnose de spectacle. Même pas. Oh, dommage. Ça tombe bien, c'est pas ce qu'on va faire ce soir. Allez, donc qu'est-ce qui existe comme façon de faire de l'hypnose? Parce que comme vous êtes venu pour vous renseigner, peut-être c'est pour vous. Je ne sais pas qui c'est qui a envie de le pratiquer en tant que patient, on dit, hein, en hypnose thérapeutique. C'est des personnes qui viennent comme des patients, comme je suis le docteur finalement, mais je suis un thérapeute. Et il y aurait des gens qui viendraient pour profiter de ça dans ce qu'on appelle maintenant le coaching. C'est à la mode ça, le coaching. C'est normalement la thérapie du bien portant, dit-on. C'est quand ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. On va voir son coach, comme à la gym en fait, hein. C'est plus facile de faire sa gym quand il y a quelqu'un derrière nous qui compte avec nous. Alors, on peut faire du coaching, pourquoi pas en hypnose. Et il y a des gens aussi qui aimeraient bien l'apprendre parce que soit ils sont en reconversion professionnelle, il y en a beaucoup en ce moment, hein, crise étant, moi ça fait quelques années que ce besoin se fait sentir. Et ça permet d'avoir un métier qui soit un petit peu moins, on va dire, comment dire ça gentiment, dans l'air du temps. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans l'air du temps? C'est les gens ils travaillent pour l'argent, pour la domination des autres, ça fait des entreprises tentaculaires, et puis il y a tout un tas de salariés qui travaillent là-dedans et qui finalement en ont assez en fait. Donc ça permettrait d'avoir un métier où on va gagner sa vie en aidant son prochain. Ça serait bien ça. Et vous êtes venu pourquoi alors? Pour aller mieux moi-même et puis tant pis pour les autres. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, vous n'osez pas le dire en fait. Hein, il y en a un, il est courageux. On l'applaudit. Ouais, mais même quand on vient pour se former pour en faire son métier, la première chose, c'est de l'appliquer sur soi. De toute façon, pour ceux qui souhaitent devenir thérapeute un jour, ça sera un passage obligé. Mais même les professionnels de la thérapie, quand ils entament une nouvelle formation, quand ils souhaitent se former une nouvelle approche, même eux, finalement, en profitent pour travailler sur eux. Donc, vous voyez, hein, on a le droit de le dire. Alors, qui c'est qui est intéressé pour la thérapie? Ouais, voilà. Je te jure. Hein.
Allez, c'est du coaching en fait. Le coaching, ça se dit mieux. Le coaching, ça fait pas thérapie. Ça fait pas comme si on avait un truc qui allait pas. Bon. Et comment on dit quand on dit thérapie? En fait, on dit souvent de la psychothérapie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, sans doute que oui, psychothérapie. En fait, ça serait d'aller mieux dans sa vie, pour quelque raison que ce soit, mais seulement en utilisant les mots. Vous voyez, c'est la mode. Hein. Il y en a qui font de l'énergétique, il y en a qui font les plantes, il y en a qui font en fait tout un tas de sortes de choses. Les médecines douces, les médecines parallèles. Bon. En fait, le mot psychothérapie, il a été inventé par un médecin français, Bernheim, Hippolyte Bernheim. Donc ça fait quand même quelques années. C'était quand ça, Hippolyte Bernheim? Ah, ils l'ont dit à Question pour un champion hier soir. 1891. Ça sert à rien de le savoir, mais c'est pour dire, c'était pas hier quand même. Hein. Il a inventé un mot pour désigner le LED. Alors lui, c'est un médecin, donc l'aide physique. Puis après, c'est devenu de la psychologie. Il avait un collègue qui s'appelait Pierre Janet et qui est devenu le papa de la psychologie clinique en France. Donc l'hypnose est passée de quelque chose de purement médical à quelque chose qui aidait les gens dans leur tête aussi. Donc on a dit c'était l'aide physique ou psychologique des personnes en utilisant, et voilà, elle vous attendait. Je ne sais pas qui c'est ça. L'aide psychologique, donc physique ou psychologique, en utilisant la suggestion hypnotique. Et qu'est-ce que c'est qu'on appelle suggestion? En fait, ce sont les mots. Hein, voilà. Il y a différentes façons de parler aux gens pour leur faire du bien. Ça s'apprend, ces choses-là. Et dans le jargon, on appelle ça de la suggestion. Et de temps en temps, quand on écoute les médias, ils ont toujours peur qu'on fasse comme le serpent du livre de la jungle. Ils ont confondu l'écriture de suggestion. Comment vous écrivez ça, vous, suggestion? Alors, S-U, et c'est là que j'ai un doute. Ça pourrait être 2G. Ah, du verbe suggérer. Ah ouais, mais mince, parce que suggérer, du coup, je peux plus faire d'esclavagisme et tout ça, comme ils ont dit à la télé. Eux, ils disaient que le grand gourou, il avait utilisé de la suggestion pour que tout le monde soit à ses pieds, etc. En faisant de l'hypnose, soi-disant. Et malheureusement, quand on se forme en hypnose, on apprend rapidement que c'est pas possible. Donc, tous les apprentis sorciers qui viennent pour ce genre de choses, on les voit disparaître dans les premières journées, parce qu'ils découvrent que ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, la suggestion, ça vient du verbe suggérer. Et eux, ils avaient confondu avec suggestion, S-U-J-E, assujettir, mettre en esclavage. Donc ils avaient une sorte de délire de se dire, il y a une technique. Ah, effectivement, on voit ça en spectacle. Là. La personne qui va faire waf waf. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez déjà participé à un spectacle, et j'en vois ici qui en font de l'hypnose de spectacle, je ne vais pas citer qui. Aie confiance, ils sont parmi vous. Moi, je suis innocent, par exemple, par contre. On ne va pas les dénoncer, on les reconnaîtra tout à l'heure. Donc, quand vous êtes avec un hypnotiseur de spectacle, les gens, ils viennent s'amuser. C'est la fête. Ils sont volontaires. Personne les a obligés à monter sur scène. Et moi-même, par exemple, qui fais de l'hypnose mon métier, j'ai jamais vu un spectacle d'hypnose. Parce qu'il se trouve que ça ne m'intéresse pas plus. Et donc, je n'ai jamais été voir un spectacle d'hypnose. C'est pas la façon de faire de l'hypnose qui m'intéresse. Mais je comprends qu'il y en ait que ça intéresse. Et chacun fait ce qu'il veut. Et donc, les personnes qui s'amusent à faire pilote de Formule 1, Johnny Hallyday, Céline Dion, ils n'ont pas la voix par contre. Dommage. Ça fait rire la salle, tout le monde s'amuse, et quelque part dans la salle, on se dit, les gens sont quand même pas conscients de ce qu'ils font. C'est pas possible. Ben si. Oh non. Tu veux dire qu'il se rend compte qu'il est en train de faire le clown? Eh oui, il s'en rend compte. Il est venu exprès. Hein. Et ça fait une bizarrerie. Les gens aiment bien cette sensation-là. C'est la même raison qui les pousse à boire de l'alcool ou à se droguer pour ceux qui se droguent, ou, etc. En fait, on cherche une sorte de perte de contrôle maîtrisée. En fait, si vous avez déjà fait du ski à La Réunion, c'est moins courant. Hein, voilà. Si vous avez fait du ski, tiens, du roller. On fait du roller. Ça glisse tout seul, donc il y a une sorte de perte de contrôle, mais comme on sait où on va, ça fait une bonne sensation. On a un peu l'impression de voler. En fait, c'est ça qu'on ressent quand on est en état d'hypnose. Et évidemment, c'est assez agréable. Enfin, évidemment,
je vous dis évidemment, mais c'est pas forcément évident, c'est assez agréable, et il y a des gens qui aiment bien ça. Et donc ils peuvent participer à un spectacle d'hypnose parce que c'est leur plaisir. Après, c'est pas ça qu'on va faire en thérapie, parce que les gens qui viennent voir un thérapeute, un psychothérapeute ou un hypnothérapeute, donc un thérapeute qui utilise l'hypnose, eh bien, ce sont des gens qui ont quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas d'esprit à s'amuser, ils vont pas faire Waf Waf ou Johnny Hallyday, c'est pas leur truc. Et effectivement, on va utiliser des techniques qui sont les mêmes, si on veut, qu'en spectacle, puisque ça en dérive, mais c'est évidemment bien plus riche, bien plus complet et bien plus complexe à apprendre aussi, heureusement ou malheureusement, de façon à pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Mais ça, c'est de la thérapie. C'est finalement plus facile d'apprendre l'hypnose, donc à modifier l'état de conscience d'une personne, que de faire quelque chose d'intelligent pour que cette personne aille mieux. Ça, c'est vraiment le challenge. En attendant, on est en train de glisser vers des applications de l'hypnose. Vous ne m'avez pas dit si vous saviez ce que c'est que l'hypnose. C'est comme pour la thérapie. Qui c'est qui a besoin d'aller mieux? Ils sont timides. Mais on le sait, hein, c'est un petit peu tout le monde, bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Alors là, tout le monde le sait, évidemment. Mais ça va aller mieux si on précise. Tu vois? Voilà. Bon. Alors, moi, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre sur l'hypnose. Avant de venir, hein, j'ai lu un livre sur l'hypnose. Et il disait c'est un état modifié de confiance. De conscience. De conscience. Et confiance. Conscience. Oh. C'est un état modifié de conscience. Et c'est bien ça, mais ça veut dire quoi? C'est un état modifié de conscience. Par exemple, est-ce que vous êtes dans votre état ordinaire là? J'espère que oui. J'espère que oui. On prend notre état habituel, l'état dans lequel vous êtes en ce moment. Si cet état change, eh bien, littéralement, ça sera un état différent, un état modifié de conscience. C'est pas parce qu'on est dans un état modifié de conscience que c'est extraordinaire. Hein. Ça peut être, vous avez pris une bonne nouvelle, vous êtes toute contente. Si vous avez pris une mauvaise nouvelle, vous êtes moins content. Et ça vous change de votre état habituel. Ça sera littéralement un état modifié de conscience. Et c'est toujours pas de l'hypnose. Donc dans la famille des états modifiés de conscience, il y en a plein, hein, il y a un des états spéciaux qui est un état de dissociation. C'est quand les gens sont dans la Lune, ailleurs. Ça vous arrive jamais, vous êtes dans la Lune? Jamais. Comme la thérapie, j'en ai pas besoin. Et oui, mais c'est ça, on est dans un bon film, on pense à autre chose, on a l'esprit qui s'envole, on est ailleurs, on dit on est ailleurs, on est dans la Lune. Et en fait, c'est cette espèce d'état d'éloignement corps-esprit, c'est une métaphore, hein, il n'y a personne qui sort de la boîte en vrai. C'est cet éloignement corps-esprit qu'on appelle la dissociation. Alors Pierre Janet, le monsieur dont on parlait tout à l'heure, hein, Pierre Janet expliquait que comme on a un esprit qui fonctionne tout seul, un esprit profond, ce que les psys appellent l'inconscient, vous alliez deviner, comme on a un inconscient, une grande partie de nous qui fonctionne toute seule, ben c'est assez facile d'appuyer sur cette facette de nous, la rendre prépondérante et faire en sorte que la personne aille voyager en pensée, penser à autre chose. On fait ça tout seul quand on est au cinéma ou dans un bon livre, on oublie un peu le monde autour, et c'est assez facile à déclencher. Et en grande partie parce qu'on est souvent dans un état comme ça, assez déconnecté. Malheureusement, bon, c'est notre nature. Et donc, on a créé cette façon d'utiliser cet état naturel de rêverie ou, bon, pour rendre la personne plus suggestible, on appelle ça. Alors attention, vous avez compris, hein, suggestible, c'est pas avec un J, hein, c'est avec un G. Donc on lui propose des choses, les suggestions, suggérer, suggestions. On lui propose des choses. Et donc on va lui raconter des petites histoires, comme pour les enfants, faire des suggestions, ça s'appelle des propositions. Parce que notre esprit profond, voyez-vous, qu'est-ce qu'elle disait, Wayne Dobson? Ça me dit quelque chose, Wayne Dobson. Tout se joue avant 7 ans. Vous connaissez ça? Les parents, ils ont souvent lu ce livre-là, Tout se joue avant 7 ans. On dit aussi 7 ans, c'est l'âge de raison. En fait, parce que les bases de notre psyché se sont construites
dans les premières années. Et donc notre esprit profond s'est construit dans les premières années aussi. Donc on dit notre inconscient entre 4, 5, 6 ans, mais souvent plus 4 ans que 6 ans en fait. Hein. Et donc voilà, quand on va s'adresser à cet esprit profond, à cette partie de vous qui est profonde, eh bien, il va falloir utiliser des choses qui sont proches de l'enfance, qui sont simples. Comme disait Albert Einstein, si vous comprenez bien le sujet qui vous intéresse dans la vie, vous devriez être capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans. Pourquoi 6 ans? C'est pour la même raison. Parce que si vous l'avez profond en vous, les choses qui se conçoivent clairement, hein, les mots pour le dire viennent aisément, hein, voilà, et vous pouvez expliquer simplement les choses comme si la personne était un enfant. Donc quand on va discuter avec l'inconscient de la personne, on va utiliser un langage simple comme ça. Donc des petites histoires, des métaphores. Et c'est vrai que ça peut paraître ou simpliste ou trop simple justement parce que la personne va chercher à peut-être une technique magique, miracle ou on ne sait quoi. Et heureusement, c'est quand même bien plus facile à pratiquer. La structure psychologique, ça c'est plus compliqué à comprendre, mais bon, la technique en elle-même devrait être compréhensible par un enfant de 6 ans. Donc on est habitué en hypnose à utiliser comme ça quelques images simples, quelques principes qui vont faire résonner comme par poésie la personne. Et dans son esprit profond, dans son esprit intérieur, si c'était coincé, on va proposer, suggérer différentes solutions pour que la personne retrouve le mieux-être en fait. Et ça, c'était l'hypnose d'origine. La première fois qu'on a utilisé des choses comme ça, c'était quand? Ah, ils l'ont dit hier soir? Non, ça, ils l'ont pas dit. Mais c'était il y a très très longtemps. Quel est le symbole du caducée des médecins? C'est un bâton... C'est le bâton d'Esculape. Esclapios. Esculape, les temples d'Esculape. Esclapios, c'était des temples de sommeil, ils appelaient ça, donc des temples de guérison, où il y avait des gens qui étaient spécialisés pour parler aux gens, c'était des Grecs, des Latins, ils appellent ça en grec le terpnos logos, donc un ton de voix terne, c'est comme si c'était très ennuyeux ce que je raconte. Je vais essayer de faire un truc très ennuyeux pour vous montrer. Alors, ce soir... Non, faut pas faire ça. Les gens, ils font quoi? Ils font « Ah, pourquoi je suis venu ?» Et ils pensent à autre chose. Et pendant qu'ils pensent à autre chose, on leur raconte des trucs dans la tête. Milton Erickson, par exemple, qui est un hypnothérapeute américain très connu, qui a donné son nom à l'hypnose ericksonienne, il disait de lui qu'il était un ennuyeur professionnel. Ça venait de là, du terpnos logos. Donc ce truc-là, ça a plus de 2000 ans. Donc c'est très très ancien. Les gens parlaient de manière monotone, et quand les patients qui étaient alignés sur des lits qui étaient en pierre, mais bon à l'époque c'était comme ça, quand les patients en avaient marre d'écouter ça, ils pensaient à autre chose. Ils dormaient pas, il y a tout le temps quelqu'un qui parlait, donc on ne pouvait pas dormir, on était entre deux états. Et entre deux, en latin, c'est quand tu as un port et que tu arrives à un autre port, tu prends un moyen de transport. Si tu as besoin d'un papier pour passer dans l'autre port, tu as besoin d'un passeport aussi. Et ça n'a rien à voir. Voilà. Et si je veux envoyer un message de là à là, je vais le transmettre. La transmission, les transports, une transition quand on est entre deux états. En fait, trans, ça veut dire entre deux. Et donc, les gens ont utilisé un terme qui peut faire peur à propos de cet état entre veille et sommeil. Ni dans un état, ni dans un autre. On dit on est en transe. C'est le mot qui fait peur, ça. Dès qu'on entend transe, on pense au serpent, avec les yeux qui tournent. Mais en fait, c'est tout simple. C'est de la compréhension du mot qu'il s'agit. Le truc qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Sitôt qu'on sait que c'est juste qu'on est entre deux états, entre veille et sommeil, si c'est ça, mais on y est souvent. Pas vraiment réveillé, pas vraiment endormi. Ne serait-ce que le soir quand on s'endort. Comment ça s'appelle? Quand vous êtes en train de vous endormir, c'est la phase hypnagogique. C'est compliqué, mais il y a un mot que j'ai retenu dedans, c'est hypna. Hypna, comme hypnos. C'était le dieu du sommeil. Mais tous ces trucs-là, c'est vieux, ça date des anciens Grecs, tout ça. Et puis ça a traversé les siècles sans qu'on en fasse grand-chose. On savait bien qu'on pouvait aider les autres avec la parole, mais c'était pas vraiment formalisé, quoi.
Et puis il est arrivé des époques où il faisait ça avec des herbes, puis après il y a eu des époques où il faisait ça avec le magnétisme, Mesmer, mais avec un seul S, hein, le médecin autrichien. Et puis il y a des gens qui se sont dit, ouais, tu sais quoi, les herbes, tout ça, c'est peut-être bien psychologique, mais ça n'existait pas le mot psychologie à l'époque. Hein. Donc ils ont appelé ça l'imagination. Alors c'était les imaginationnistes. Il y en a un qui est connu des imaginationnistes, c'était l'abbé Faria. Ouais, l'abbé Faria, c'est pas un vrai personnage. C'est dans le conte de Monte Cristo. Tu sais, le roman du célèbre peintre Picasso. À moins que ça soit Alexandre Dumas. Et bien en fait, c'était un vrai personnage. C'était un moine portugais qui était dans le roman de Dumas, mais qui était un vrai personnage. L'abbé Faria, comme d'autres, faisait partie des imaginationnistes. Et ils ont commencé à poser les bases de quelque chose qui serait de la psychologie ensuite, qui est devenu la psychologie en fait. Hein. Et c'est eux dont s'est inspiré le monsieur qui a inventé le mot hypnose. Alors c'était lui encore dans un autre pays, hein, c'était qui a inventé le mot hypnose. Ils l'ont dit aussi à un chirurgien écossais. Faut pas dire anglais, hein, ça va le vexer. Bon, il est mort, mais enfin quand même. James Braid, chirurgien écossais, 1841. Bon, il avait commencé à pratiquer avant, enfin c'est là qu'il a posé les bases. Il a fait un livre en 1843, un petit peu plus tard, où il a expliqué que finalement il pensait que quand on parlait comme ça avec des mots, quand les gens ils étaient un petit peu comme endormis, donc il est en train de nous décrire les choses des anciens Grecs, ben, ça pouvait les rendre plus ouverts, comme si notre esprit d'habitude il était en mode de surveillance. Et puis quand on pensait à autre chose, ben, on surveillait plus beaucoup, ou moins quoi en fait, et que les paroles pouvaient mieux passer quoi en fait. Et il a été appelé ça hypnose. Hypnologie au début, hein, puis ça s'est appelé hypnose. Le souci, c'est que hypnose, on l'a dit il y a un instant, c'était le dieu grec du sommeil. C'est le protecteur du sommeil, hein, c'est déjà ça. C'est pas celui qui vous endort, c'est celui qui vous protège pendant que vous dormez. C'est déjà ça. Et pourquoi il a été appelé ça hypnose? C'est pas du sommeil, on dort pas quand on est en train de regarder un film au cinéma. Et il s'en est rendu compte tout seul, James Whale, hein, et 2-3 ans après, il s'est dit, mince, le mot est mal choisi. En fait, on provoque cet état par fixation. Alors, le brédisme du nom de James Braid, c'était la fixation. Vous savez, quand on fait de l'hypnose, le serpent avec les yeux, ben, c'est James Braid, le serpent. Les yeux qui tournent, c'était James Braid, c'était lui qui faisait ça avec les yeux. Alors, vous savez, c'était 1840, et c'est encore là, tu vois. C'est périmé, hein. James Braid lui-même s'est dit, faut pas fixer les gens dans les yeux, ça les fait pleurer, c'est pas bon. Demandez-leur de fermer les yeux, ça ira plus vite. C'est lui qui l'a dit. Eh bien, c'est pas grave, on a continué de le mettre dans les films avec des serpents qui ont les yeux qui tournent. Bon. Et donc, James Braid lui-même, le créateur du mot hypnose, s'est rendu compte que ça allait pas. Il a cherché à remplacer son mot, il a dit, bon, on va faire ça avec on s'est fixé sur quelque chose, du monoïdéisme. Une seule idée, monoïdéisme. Tu vois la tête que ça te fait, monoïdéisme? C'est trop compliqué. On comprend rien, on va pas le retenir. Et les gens, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas retenu. Par contre, hypnose, ça sonnait bien, ils l'ont gardé. Donc même si le papa du mot hypnose, 3 ans après, il a dit « Non, je me suis trompé, désolé, on va changer le mot, ça n'a rien à voir avec le sommeil. » Eh bien, c'est pas grave, c'est resté quand même. C'était trop tard, c'était passé à la mode, hein, puis c'est resté quand même. On est en 2016, on parle toujours d'hypnose, malgré que ça fasse plus de 150 ans qu'on sache que c'est pas de l'hypnose encore en fait. Et voilà donc l'histoire de l'hypnose résumée depuis nos anciens Grecs jusqu'à James Braid, on a parlé de Bernheim, et puis ensuite on a eu Erickson, donc dans les années 50, le médecin américain, bienvenu. Et puis ça s'est développé jusqu'à nos jours, et les gens avec le spectacle ont eu cette espèce de mélange, comme on disait tout au début, entre d'accord, c'est utile depuis très longtemps, d'accord, la croyance, la conviction populaire nous a montré que ça pouvait être utile, ça marche. La première induction d'anesthésie en hypnose, ça date de quand ça? C'est faire chasser la douleur juste avec des mots. Juste avec des mots. Hein. Truc qu'ils ne croient même pas. On fait ça en formation, on montre ça en formation, les gens ils font non. Les Américains ils font no way. Mais c'est vrai. Même moi, j'ai du mal à y croire. C'est moi qui l'ai fait pourtant.
La personne, elle a mal, enfin, on lui fait mal, c'est pour les besoins de la science. Il faut le savoir avant de venir en formation. Il y a un moment, on va apprendre les anesthésies. Pour la science, on se fait mal, mais sans se blesser. Hein. Par exemple, avec l'ongle, ben, vous appuyez sur la petite cuticule de l'ongle. Même si vous le faites là, vous allez voir, même sans appuyer, ça fait mal. Donc on fait un truc comme ça, la personne sent bien qu'on a mal, enfin qu'elle a mal, moi j'ai rien senti, et je vais réappuyer. Donc elle sait que ça va faire mal. Donc point de vue psychologique, vous savez, c'est une sorte d'apprentissage négatif. On fait quelque chose, ça fait du mal, on va le refaire. D'après vous, je vais chaud d'écran à l'eau froide, dit-on, on sait que ça va faire mal à nouveau. L'autosuggestion, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas aller contre l'autosuggestion. La personne, elle se dit, ça va faire mal. Donc si j'avais un effet que placebo, ben ça ne marcherait pas. Parce que l'autosuggestion de la personne, elle serait plus forte que moi. Et du coup, elle aurait mal. Donc, et moi, j'ai que des mots, et elle, elle croit que ça va faire mal. On est dans les ennuis quand même. Tout le monde sait que ça va faire mal. Et en quelques mots, ça prend 15 secondes pour vous dire ça va très vite, heureusement, parce qu'en cas d'accident, on est content que ça aille vite, hein, et ben il n'y a plus de douleur. Et ben c'est quand même super étonnant, quoi, en fait. Hein. C'est étonnant. Alors, on ne fait pas ça quand on est thérapeute, hein, c'est plus pour le monde médical, mais pour les personnes qui se forment, ça fait partie des cours, des formations. Quand on voit ça, c'est quand même... voilà, ce sont que des mots. Hein. Voilà, c'est étonnant à voir. Bref, d'ailleurs, si... Non, pas d'accord. Quand on est en formation et qu'on montre avec quelques volontaires, à force, il y a tout le monde qui défile. Olivier, fais-moi mal. Je comprends pas, succès comme ça. Parce qu'après, on l'enlève la douleur. Ouais, ça m'arrive jamais sinon. Et donc voilà. Donc il y a des phénomènes qui tiennent qu'à des mots, comme les anesthésies, c'est très impressionnant. Et ça date de quand alors la première opération avec que des mots comme ça? Qu'avec ça. Pour vous donner l'indice, c'était l'ablation d'un sein à cause d'un cancer. C'est Jules Cloquet, un Français, en 1819. Ça date pas d'hier, hein, 1819. Et donc c'est depuis ce temps-là que les gens ont réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial quand même dans ces mots. Parce que c'est juste quand même étonnant, l'ablation d'un sein, ça picote un peu. On comprend que quand ils n'avaient pas encore l'hypnose, ça devait être horrible. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Le chloroforme, c'est 1800, combien 40 et quelques, ou 60, je ne sais plus combien. En fait, c'est après. Donc en fait, ils avaient rien. S'il n'y avait pas ça, c'était à vif. Hein. Au secours. Bon, maintenant, on a des moyens, mais enfin, à l'époque, ils étaient quand même contents d'avoir l'hypnose. Et en France, bah, ça s'est développé, hein, ce côté hypnose médicale, etc. C'est devenu d'un autre côté l'hypnose avec les psys, l'inconscient, etc. Donc l'hypnothérapie qu'on connaît maintenant. Et voilà, ça roulait tranquillement comme ça sur une habitude de pratique qui était liée à, on a dit quoi? La dissociation. Au fait que les gens, finalement, perdent conscience. Donc on a entendu toutes ces histoires. On sait que ça peut soigner plein de choses, physiques ou psychologiques. Mais ça fonctionne par dissociation. Autrement dit, il faut que j'accepte de lâcher prise pour que la personne me guérisse, me soigne. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Ben, il ne peut pas vous le dire, il va travailler dans votre inconscient. C'est-à-dire que s'il vous le dit, il grille sa technique. Donc on ne peut pas le dire. Ah ouais, mince. Il faut avoir confiance quand même. Et là, c'est là que ça coince. Il y a une sorte d'ambivalence, c'est j'aimerais bien y aller, mais c'est oui mais. Oui mais c'est souvent oui mais. Voilà. Je sais que ça marche, mais en fait ça fiche un petit peu la trouille hein, d'aller dire à quelqu'un bon bah je ferme les yeux et on y va. Je ne connais pas hein, l'autre. Hein. On se renseigne, on va voir quelqu'un qui a confiance. Moi je pratique les deux façons de faire de l'hypnose. Par dissociation, celle que je viens de vous décrire, et celle dont on parle ce soir, qui est en fait notre porte de secours pour les gens qui sont un petit peu dans le contrôle ou qui ont envie que quelqu'un bidouille dans leur tête, etc. Et les autres, ils veulent aussi, hein, ils peuvent aussi le faire. En fait, c'est une autre façon de faire de l'hypnose qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années. Sur une blague, finalement, au départ, parce que les hypnothérapeutes ont cette façon de penser, de dire, en fait, le plus dur, savez-vous, ça n'est pas d'hypnotiser les gens, quelque part. C'est de les sortir de la transe dans laquelle ils sont, depuis tout petit. Et c'est ça la blague, en fait. Hein. De dire, la plus forte hypnose qu'on l'on ait,
c'est celle de nos parents qui nous ont dit c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie, Alors, parfois c'est bon, puis parfois c'est moins bon l'éducation qu'on a eue. Hein. Et il n'y a pas que l'éducation, c'est aussi ce qui nous arrive dans la vie en fait. Hein. Sans compter ce qu'on a appris à l'école, qui est hors contrôle des parents, tous les parents ici le savent. Donc là, ils nous rentrent dans la tête des choses qu'on ne maîtrise pas. Et nos amis les médias, etc., etc. On en arrive quand on en est grand, notre bloc automatique, notre inconscient s'est fabriqué avec des choses dont on n'a aucune idée, sauf que c'est lui qui détermine toujours ce qu'on pense, ce qu'on ressent dans la vie, etc. Et si on veut changer ça, puisque c'est inconscient, on ne peut pas en être conscient, il faut aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va nous rendre encore plus inconscient qu'on l'est, en espérant qu'il ne va pas bidouiller tu sais pas quoi dedans, que tout se passe bien et qu'au retour ça aille mieux. Je blague hein, parce que je le fais aussi ça. Et il faut le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance parce que c'est quand même vraiment ça. Il va vraiment utiliser des techniques, il faut quand même qu'il soit bon à faire ce qu'il fait. Et voilà, c'est une forme d'hypnose permissive, ça s'appelle. Permissif, c'est qui donne l'illusion de la liberté. C'est-à-dire que le thérapeute va vous dire, alors, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et dit comme ça a l'air bien. Sauf que si vous regardez mieux les gestes, il vous canalise pour votre bien. Il ne va pas vous laisser vous remettre dans les murs ou dans les buissons d'épines. Il vous empêche de vous faire mal. Mais la liberté est donc toute illusoire. Hein, il va vous donner des suggestions, des métaphores, et on a la liberté de se laisser faire. Je vous résume l'affaire. Voilà. C'est comme la démocratie. Voilà. Et donc voilà en fait. Et il est arrivé une demande de changement. Les gens avaient besoin d'aller mieux et on a une technique qui est millénaire, qui fonctionne super bien, qui a fait ses preuves, sauf que, petit souci, il faut se laisser faire par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, même si la personne est de confiance et que je vais mieux à la suite, mais je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour changer. Donc le point de vue pédagogique, c'est néant. Voilà. Si je veux faire du coaching en entreprise, je ne vais pas aller leur dire que je vais faire ça. Donc on fait de l'hypnose conversationnelle, ça s'appelle. Moi, j'en fais jamais, par exemple. Et confiance. Oh, il ne me croit pas. Bon, j'en fais peut-être un petit peu, mais quand c'est la situation qui l'exige, quand je suis en formation en hypnose ericksonienne, il y en a beaucoup d'hypnose conversationnelle. C'est obligatoire, on vient pour faire ça. Il faut bien que je montre l'exemple. Mais quand on est en situation de coaching, si je veux utiliser l'hypnose, et que moi, je ne peux pas dire ce que je fais, parce que si je dévoile ce que je vais mettre dans l'inconscient de la personne, évidemment, ça ne sera plus dans l'inconscient. Elle en est consciente maintenant. C'est trop tard. Donc je suis obligé de ne pas le dire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, ça me rassure, ça m'ennuie de ne pas le dire. Quand c'est en thérapie, ça me va bien. Mais en mode coaching, ne pas dire ce que je fais à la personne qui m'emploie, ça me fait un souci. Donc je ne le fais pas en fait. Et on a trouvé une solution finalement à ça. On a trouvé un moyen de pouvoir faire ce qu'on aime. Quand on fait de l'hypnose, on aime bien ça. On peut aider les gens, on peut faire plein de choses sympas en le disant. Mais comment on a fait? On a rebondi sur la blague. La blague qui était, le souci, c'est de réveiller les gens de la transe dans laquelle ils sont depuis tout petit. Notre éducation, etc. Mais ça, en fait, on sait faire en tant qu'hypnothérapeute. La personne, quand on l'a dissociée, donc quand on l'a mise en état modifié de conscience, elle fait des bulles, un petit peu comme un poisson rouge, c'est bon, voilà. Elle fait des beaux rêves, et puis nous, on tire les ficelles. Et puis après, elle va mieux. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait au retour? Finalement, au retour, pour la ramener ici et maintenant, on fait l'inverse de ce qu'on a fait pour la mettre dans cet état-là. Il faut la réassocier, donc la remettre bien ici et maintenant, parce que peut-être là, parmi vous, il y en a qui sont venus en voiture. Donc si jamais on vous dissocie, il ne faut pas reprendre la voiture dans cet état-là. Donc il faut absolument remettre les gens bien connectés à eux-mêmes. Donc on a la technique finalement pour réveiller les gens. Et qu'est-ce que ça ferait si je réveillais quelqu'un qui n'est pas endormi? Logiquement, rien. T'entends là l'attention là? On sent qu'il y a plus d'attention. Ça fait ça. Oui, mais c'est pas scientifique de conclure ça comme ça. C'est que logiquement ça va pas marcher, mais logiquement tu l'as fait. Ben non. Alors tu peux pas répondre. Pour le savoir, il faut le faire. Donc c'est facile, hein. Je prends mon prochain patient, hein.
Et sans lui dire, il ne sait pas faire de l'hypnose, hein, donc pas besoin de lui expliquer la différence. Je fais avec lui, au lieu de faire l'induction c'est la technique pour mettre la personne en état d'hypnose, je fais le retour. Mais j'ai pas commencé, c'est le début de la séance. Je suis en train de réveiller mon patient que j'ai pas mis en transe. Pour voir. Et il se trouve qu'en hypnose, on apprend les signes de transe. Ça s'appelle, c'est comment on reconnaît une personne qui est un petit peu partie. Parce que ça peut être léger. À Paris, on a plein de signes de transe dans le métro tous les matins. Pour s'entraîner, c'est facile. Voilà. On arrive à les reconnaître après facilement. Donc on a la feuille avec tous les signes de transe, on peut regarder. Donc on sait reconnaître les signes de transe. Une personne qui est en état modifié de conscience. Donc je fais mon retour, ma sortie de transe avec la personne qui n'est pas en transe, et je vois arriver les signes de transe. Et nous, dans notre tête, les signes de transe, on les avait mis seulement, dans notre esprit, on s'imaginait que c'était seulement quand la personne déconnectait, quand elle partait dans l'inconscience, quand elle perdait conscience. Et on s'est donc rendu compte, en augmentant le niveau de conscience de la personne, que les signes de transe, ils arrivaient à chaque fois qu'on avait un état modifié de conscience, pas seulement par moins de conscience, mais aussi par plus de conscience. En prenant la personne dans son état ordinaire et puis en la faisant revenir, en fait, en la réveillant, ben, elle gagne en conscience. Les petites choses dont elle n'était pas consciente, ben, elle commence à en prendre conscience, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà plus qu'avant. Et à force de faire ça de manière visuelle, auditive, ressentie, on dit cognitif et sensoriel, donc tout ce qui est aussi dans sa tête, ses pensées, etc. Mais même si elle est un tout petit peu plus consciente qu'avant, c'est littéralement plus son état ordinaire. Donc c'est un état modifié. Sauf qu'on a eu un état modifié de conscience par le dessus plutôt que par le dessous. Et ça, c'était jamais arrivé. On n'a aucune trace dans l'histoire d'un truc comme ça. En fait, on n'y avait juste pas pensé qu'en fait. Et voilà, il suffisait d'essayer. Et donc, ben, c'est ça qui est devenu, avec l'amélioration des techniques, l'hypnose humaniste. Une manière de faire de l'hypnose, non pas en endormant les gens, mais en jouant à les réveiller. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un problème avec l'hypnose humaniste. Et oui, il y a quand même un grave problème pour les hypnotiseurs des temps anciens, c'est qu'on ne peut plus suggestionner la personne. Les suggestions qui ne sont que des propositions passent plus. Qu'elles soient positives ou négatives, elles passent plus. Donc je ne peux plus dire les choses à la personne, je ne peux plus tirer les ficelles moi-même. En fait, ce qui s'est passé, quand on comprend bien la situation, c'est que quand on faisait de l'hypnose dissociante, de l'hypnose qui endormait les gens, il y avait une sorte de petit ange gardien que les hypnotiseurs des temps anciens avaient repéré, ils l'appelaient notre observateur caché. C'était en fait notre Jiminy Cricket, la voix de notre conscience qui était cachée là. Et si on vous faisait faire, si on voulait vous faire faire quelque chose qui était contre votre morale, ça vous bloquait. Et vous ne faisiez pas. C'est ce qui rassure les gens quand ils vont faire un spectacle ou des choses comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qui est contre son gré. Mais on ne savait pas quel était ce mécanisme. L'inconscient, c'est comme un ordinateur, il n'y a pas de raison qu'il n'obéisse pas. Et la personne n'est plus consciente. Donc c'est pas l'inconscient, et c'est pas sa conscience ordinaire. Alors ils avaient repéré ça. Même Milton Erickson, donc côté États-Unis, avait repéré ce phénomène. Il l'appelait Ego Observer. Bon, ça revient au même, hein, c'est l'observateur de soi-même, Ego Observer. On sait que ça protège la personne. On n'a aucune idée de pourquoi ça protège la personne, mais on sait que c'est là. Donc ça avait un petit nom, puis c'était non localisé. C'est pas l'inconscient, c'est pas l'esprit conscient habituel. On ne savait pas ce que c'était. Et en fait, on s'est rendu compte en hypnose humaniste qu'on avait mis les gens dedans, leur ego observer, dedans leur observateur caché, leur conscience, puisqu'on l'appelle comme ça du coup, hein, leur conscience supérieure, leur état d'être, leur vrai eux, hein, Winnicott il disait c'est mon vrai self, c'est mon vrai moi en fait, leur conscience supérieure, eh bien on les a aidés, élevés, j'allais dire, c'est peut-être un peu un grand mot, mais enfin, on les a aidés à se fusionner avec cette conscience-là. Comme il se trouve que c'est elle qui les protège, eh ben, elle se met à les protéger de tout, donc y compris des suggestions positives. Résultat, moi, en tant qu'hypnothérapeute, je ne peux plus faire mon travail. Je ne peux plus dire à la personne, voilà, cher inconscient, comment ça va faire? Parce qu'à la personne, il ne se passe plus rien. Donc on est devenu, en hypnose humaniste, on est devenu, les thérapeutes, on est devenus des pédagogues. Parce qu'on ne peut plus dire à la personne, voilà ce qu'il faut faire. On est en train de lui expliquer, comme des profs en fait. Alors, il dit, ben voilà, dans cette situation-là, il faudrait faire ça. Et je ne peux plus lui faire.
je ne peux plus la manipuler même thérapeutiquement, hein, parce que la manipulation, si elle existe, elle est thérapeutique chez les thérapeutes. Après, il n'y a pas que les thérapeutes, tu ouvres la télé, les plus gros manipulateurs, c'est pas nous, mais bon. Fin de la parenthèse. Et donc, non, j'ai rien dit. Et donc, non, parce que c'est filmé, attends. On peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui écoute. C'est le philosophe qui dit ça, Coluche. Et donc, en fait, je me retrouve ennuyé. Je ne peux plus faire mon boulot, moi. Donc, je fais le prof, j'explique à la personne. Elle me dit, ah, oh, c'est bizarre, il y a un truc comme ça dans mon ventre. Comment elle sait ça? Évidemment qu'il y a des choses dans elle, dans son inconscient. Hein. Elle va me décrire des symboles, parce que comme dans les rêves, l'inconscient parle par symbole. Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise aussi rapidement. Ça peut arriver en psychanalyse, tu es assis sur ton divan depuis des années, puis à un moment, ah, t'as vu un triangle, enfin. Bon, et t'aimerais bien savoir ce que c'est que le triangle, alors ton psy te dit, qu'en pensez-vous? 8 ans pour en arriver là, donc bon. Je blague, mais je suis marié avec une psychanalyse, donc faut pas que je dise trop de bêtises. Et donc, en fait, il y a la personne qui me trouve ces matériaux inconscients, en fait. Je suis face à un patient qui est conscient de son inconscient. Ouais, c'était jamais arrivé, ça. Hein. Donc, c'est le saint graal du thérapeute. Le thérapeute qui, autrefois, travaillait en aveugle sur l'inconscient de la personne, y compris en hypnose, se retrouve avec son patient qui lui dit « Docteur, voilà où j'ai mal ». Ah, c'est génial, ça. Comme le dit un de mes amis chirurgiens, pourquoi endormir le patient alors que c'est lui qui sait où il a mal? Bon, en chirurgie, t'es obligé, hein, voilà. Il vaut mieux. Mais en hypnose, c'est vrai que si on pouvait en thérapie avoir la personne qui nous dit voilà où est le problème, mais ça serait génial. Bon, après, petit détail, la personne n'est toujours pas thérapeute. Moi, oui, pas elle. Donc elle me dit voilà, ça coince. Moi, je reconnais la situation, j'ai la technique, mais je ne peux pas lui faire. Puisqu'elle est en conscience augmentée, elle est protégée même de moi, donc je ne peux pas lui faire la technique. Eh bien, c'est pas grave. Je la rendors, tant pis pour elle. Non? Moi, j'aurais bien voulu... non? Ah, tant pis, on va lui laisser alors le contrôle. Mince. Mais oui, vous avez deviné, je vais lui expliquer comment le faire, elle. Il faut être patient, il faut expliquer clairement, parce que la personne, elle n'est pas thérapeute, hein, donc on a des procédures assez simples. Et la personne, elle va se soigner toute seule. Guidée par moi, hein, il y a des questions, je suis toujours là pour répondre, mais je ne peux pas lui faire. Donc il n'y a pas de manipulation. Vous êtes tranquille, personne ne vous a endormi, personne ne vous fait rien. Si moi je dis maintenant il faudrait faire ça et que la personne elle me dit ouais mais non parce que moi c'est pas fichu pareil. Ah mais c'est bien parce que moi tout seul, en agissant sur son inconscient, j'aurais fait comme on m'a appris. Et si ça ne s'adapte pas, ben ça ne s'adapte pas. Voilà, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne sais pas ce qu'il y a dans son inconscient. Là, la personne me dit non, je le ferai mieux autrement. Ben, allez-y. C'est génial ça. Ça veut dire qu'elle s'adapte toute seule selon ce qu'elle a, et donc il n'y a pas de bêtises possible. C'est elle qui se le fait exactement comme il faut. Et voilà. Donc on a des super résultats finalement en hypnose humaniste, parce que les gens, on les a amenés à prendre conscience de leur inconscient, hein, et ensuite on les aide, on leur explique comment faire pour traiter leurs soucis. Alors il y a différentes manières de faire. Moi qui suis un être simple, je fais la thérapie symbolique simple. Tout est simple avec moi. Avec ma compagne, Patricia, d'Angélie, qui en connaît plus que moi sur les symboles, les archétypes, etc. Elle va faire la thérapie symbolique avancée. Ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Non, en fait, c'est très simple aussi, mais ça s'adapte à un autre niveau. On va travailler sur ce qu'on appelle des archétypes plutôt que des symboles. Parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur de vous, quand vous faites un rêve, de temps en temps, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. On appelle ça un symbole. Un symbole, c'est quelque chose qui représenterait votre vision d'une situation, sous forme comme une bande dessinée finalement. Et de temps en temps, vous avez des symboles qui sont utilisés en fait par plein de gens sur la planète. Par exemple, si vous regardez autour de vous, vous allez rapidement vous rendre compte que l'humanité entière est divisée en deux familles, les mâles et les femelles. Si, ça a été prouvé récemment. Voilà, on n'en a pas trouvé d'autres catégories. Donc qu'on ait eu des parents, qu'on soit orphelins, qu'on vive sur je ne sais quel endroit de la planète, autour de nous, il n'y a que des hommes et des femmes.
Et donc, psychologiquement, on a développé une façon de voir ce qui est d'ordre féminin, une façon de voir ce qui est d'ordre masculin. Et donc, on a des gros archétypes dedans, des gros symboles qu'on appelle des archétypes dedans. Archétype, vous savez d'où ça vient, hein? Archéos, archéologie, c'est vieux. Et type, c'est un modèle. C'est un type, voilà. Donc c'est un grand modèle qui aide les humains à se fabriquer psychologiquement comme les autres humains, quoi, en fait. Et donc on a des gros symboles qui sont en fait partagés par le restant de l'humanité, des archétypes. On ne peut pas les traiter comme les petits symboles ordinaires qui n'appartiennent qu'à nous. Donc pour ça, on n'utilise pas de la thérapie symbolique simple, comme je fais, mais de la thérapie symbolique avancée. Et ça, c'est avec Patricia que vous apprenez ce genre de choses. Donc on se retrouve à pouvoir aider des choses comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en hypnose? Arrêter de fumer. Ouais, on peut faire. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Arrêtez de fumer, mais les herbes qui poussent dans votre jardin derrière. À La Réunion, ça pousse dans les jardins. À Paris, c'est sur les balcons. Voilà. Alors ça aussi, on peut si on veut. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, les drogues, hein, les alcools, les choses comme ça. Mais les compulsions, se ronger les ongles, les gens qui sont trop nerveux, maigrir. C'est à la mode ça, maigrir. Tout le monde veut perdre du poids. On va savoir pourquoi. On les voit plus après. Bon, d'accord, maigrir si tu veux. Bien dormir. Parce que bon, des fois, le sommeil lié au stress, voilà. En fait, tout ça, ce sont des applications mécaniques. Arrêter de fumer, perdre du poids, le stress, etc. C'est ce qu'on appelle de la thérapie. Ça, c'est mon domaine. C'est des choses simples à régler. Parce que, en fait, vous êtes quelqu'un qui va bien, mais qui souffre d'un souci. C'est comme si vous aviez une épine plantée quelque part, puis vous allez voir le thérapeute, aïe, ça fait mal, il va vous aider à enlever l'épine. En l'occurrence, vous avez compris que c'est pas lui qui va vous faire quelque chose en hypnose humaniste, il va vous apprendre à repérer d'où vient votre épine et à l'enlever par vous-même. Le gros avantage, si vous avez compris la situation, c'est que si on était en hypnose ericksonienne, par exemple, en hypnose dissociante, on appelle ça, eh bien le thérapeute a un savoir qu'il applique sur vous. Il a appris, il a passé des années à faire ça, il sait faire, et il utilise ses techniques, ses protocoles, etc. Et vous, comme vous êtes plus ou moins flottant, en train de voyager dans votre esprit, vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait. Milton Erickson, par exemple, disait, si la personne commence à se rendre compte du sens de votre métaphore, changez vite de sujet pour pas qu'elle casse votre technique. Donc il faut que ça reste dans l'inconscient. C'est de l'hypnose, ça fonctionne au niveau inconscient. Il faut que ça reste inconscient. Donc la personne va mieux, mais du coup elle est inconsciente. On n'a aucune idée de comment on a fait. Primo et deuxio, c'est pas elle qui l'a fait, c'est le thérapeute. Donc si jamais ça revient un jour, qu'est-ce qu'il disait Erickson pour ça? Il disait, je suis docteur, il était médecin, Erickson, hein. Je suis docteur, si un jour vous avez la grippe ou je ne sais quoi, vous venez me voir, je vous aide, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus la grippe du tout, jamais? Non. Bon si un jour vous avez la grippe à nouveau, revenez me voir. Ouais, c'est vrai que c'est sage. D'accord, c'est raisonnable. C'est pas très excitant, hein. Moi, jeune thérapeute, je me disais, j'aurais bien aimé que la personne n'ait plus jamais la grippe. Alors, pas la grippe, mais les choses psychologiques, une phobie, ou arrêter de fumer. Pourquoi ça resterait pas toute la vie? C'est qu'en fait, il n'a pas été traité ce qui se passe dans le fond. Ça reste de la thérapie, ça reste mécanique. Donc ça, on peut faire aussi en hypnose humaniste. La différence, c'est que c'est la personne qui va se traiter elle-même. Donc, elle gagne l'autonomie, parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Et si dans 3 jours ou 3 ans, elle a besoin de le refaire, elle peut le refaire toute seule. On l'a fait ensemble, elle a compris, la preuve qu'elle a compris, c'est que ça a marché. Et si elle a besoin, elle le refait. Ça, c'est bien, c'est pas personne qui lui a fait, c'est elle qui se l'est fait, toute seule. Donc ça a le côté autonomie pédagogique. Voilà, elle est indépendante et c'est ce qu'elle peut faire et refaire si elle veut. Maintenant, le souci, c'est quand il a revu une personne qui me dit, voilà, j'ai une épine, soignez-moi. Alors, on commence toujours une rencontre thérapeutique par l'anamnèse, ça s'appelle la découverte de l'histoire de la personne. Et on est en train de donc discuter à la personne pour comprendre quelle est son histoire, où est-ce qu'elle en est arrivée là, d'où vient cette épine, quand là, en discutant, on découvre une deuxième épine. On dit, mince, il va falloir soigner plus de choses. On continue l'anamnèse, on découvre une troisième épine. On continue la discussion, une quatrième épine. Et en fait, on finit l'anamnèse qu'on a découvert que la personne est couverte d'épines. En vérité, c'est un hérisson.
Et là, on a un gros problème. La personne, je ne vais pas lui dire, oui, vous avez un traumatisme, une blessure, je ne sais quoi. C'est normal d'avoir des épines pour un hérisson. Ah oui, mais non, mais je ne veux pas piquer, moi. Eh bien, vous ne voulez pas piquer, mais vous piquez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le thérapeute, il va dire à la personne, ah ben effectivement, vous êtes parfaitement conçu, rien n'est cassé, tout est fonctionnel, pour être malheureuse, c'est parfait. Et voilà. Mais la personne, du coup, se désespère, parce que le thérapeute ne peut pas lui dire, je vais vous appliquer une technique de soin, il n'y a rien à soigner. C'est pas cassé. Elle est parfaitement bien configurée pour vivre malheureuse, qu'est-ce que oui, je vous dis, c'est comme ça. Voilà. Je peux pas, j'ai pas de technique de thérapie qui répare quelqu'un qui n'est pas cassé. Et là, il y a un silence, tu vois. Là, on sent le désespoir. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils font les thérapeutes? Eh bien, ils vous envoient voir un psychanalyste. Oh non, un psychologue. Bon, un psycho quelque chose. Ça va prendre entre 8 et 12 ans. Sans résultat, il m'a débarrassé de ce que j'avais, 15 000 euros. Bon, je plaisante, mais il faut faire gaffe. Il y en a ici. Sauf qu'ils travaillent plus vite maintenant. Ils ont appris à mélanger ça en hypnose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les techniques de ces psycho ceci, psycho cela. On les marie, façon de parler, avec quelqu'un qui fait de la thérapie brève. C'est moi. Et il en vient un bébé. Le résultat du mariage entre la thérapie brève et la psychanalyse jungienne, en l'occurrence, pour les archétypes, etc. Ça donne une façon de faire la thérapie brève, donc de la psychothérapie, qui soit de la thérapie brève. Ça ne va pas durer 8 ou 10 ans, ça ne va même pas durer 8 ou 10 séances la plupart du temps. Et en 4-5 séances, on va faire le tour de vos archétypes. Donc ce qu'on mettait des années et des années à aller chercher, eh ben on va pouvoir le faire, mais avec une autre façon d'utiliser l'hypnose humaniste, hein, qui est cette fameuse thérapie symbolique, mais appliquée sur les archétypes. La personne va donc aller chercher les gros rouages, les gros morceaux qui font d'elle un hérisson. Voilà, résultat de votre enfance, de votre éducation, etc., etc., peu importe, on ne va pas aller chercher dans le passé, on va regarder au présent qu'est-ce que c'est qui vous ennuie. Ces archétypes ayant pas une tête qui vous convient, vous allez appliquer par vous-même le protocole expliqué par votre thérapeute, et vous allez l'aider à se transformer, à changer pour correspondre à l'image que vous en faites. Personne ne va vous obliger à le faire autrement que vous avez envie de le faire. Ça reste toujours comme en hypnose humaniste, vous qui agissez, guidé par votre thérapeute. Et donc vous êtes en train de nettoyer les gros rouages qui fabriquent votre esprit général. C'est énorme ça. Ça n'existait pas avant ce truc-là. Donc la personne va pouvoir reconfigurer ce qu'il a fabriqué profondément et changer ce qu'elle est. Et ça, c'est la définition de la psychothérapie. C'est pas thérapie, je répare un truc cassé. C'est psycho, c'est votre âme, c'est votre esprit, votre âme. Hein. Vous changez ce que vous êtes. Alors mettons, je reçois quelqu'un qui a une phobie. C'est mieux, ça aurait pu être une vraie. Bon, c'est déjà ça. La personne me dit, j'ai une phobie. Ok, on va faire l'anamnèse, on découvre que la personne va bien, mais il y a quelque chose dans son inconscient qui l'a heurté, elle a développé un souci et elle a des phobies, c'est comme ça. Ça prend une forme symbolique, on applique les protocoles qui conviennent, la personne va mieux, on va tester, ça marche, tout le monde est content. La personne n'a pas changé. Elle était déjà bien, elle avait une épine, on a retiré l'épine, elle va mieux parce qu'elle est toujours la même sans l'épine. Maintenant, je fais mon anamnèse, je découvre que la personne, c'est un hérisson, comme on disait tout à l'heure. Hein. Elle a une phobie. Mais je ne m'occupe pas de la phobie. Je vais aller chercher les archétypes, dans le fond. Je vais aider la personne à soigner, à faire évoluer ce qu'elle est, en fait, hein, à transformer ses archétypes profonds. Le terrain va changer. Son terrain étant différent, les soucis, genre phobie, ne seront plus viables dans ce terrain-là. Et ils vont s'en aller tout seuls. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir 2, 3, 4, 5 séances pour faire le tour du système de la personne. Au bout de 2 séances, il n'y aura peut-être plus de phobie. Mais c'est devenu secondaire, parce que la personne va aimer évoluer elle-même. L'objet qui la faisait venir, c'était la phobie, il a disparu en cours de route. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le souci, c'était qu'il y avait une tache sur le mur. Elle a nettoyé la tache sur le mur, et c'est propre, hein, mais tout le restant du mur a l'air plus sale que la tache. Ça vous est déjà arrivé, ça, j'imagine. Il y a une tache sur le mur, vous nettoyez, maintenant là c'est propre, et tout le reste a l'air...
Donc la personne dit, ben oui, oui, j'ai plus ma phobie, mais on pourrait faire le reste. Parce que là, maintenant, ça fait une sorte de tâche au milieu. Mettons son côté cœur, son côté intuition, on appelle ça le féminin, donc l'archétype du féminin, qui est chez les hommes aussi, hein, va mieux, la personne se sent mieux, et du coup, le côté masculin, il penche. C'est pas en vrai, ça penche pas en vrai, rassurez-vous, vous partez pas de chez le thérapeute comme ça, hein, voilà. Mais il y a un truc qui va pas dedans, quoi, voilà, donc ben, on revient parce qu'on a envie de faire la suite, quoi, en fait. Ça, c'est la TSA. C'est l'avantage de l'hypnose humaniste de pouvoir couvrir, contrairement à l'hypnose thérapeutique habituelle qui fait que de la thérapie, ben, le champ qui autrefois était réservé aux psy, canalistes, psychologues, etc., etc. C'est bien ça, hein? Moi-même, je suis content de mon truc. Puis tellement que je suis content que peut-être que vous auriez envie d'essayer. Si on met de la musique. Ça vous dit? Ah, s'il y a de la musique, on reste. Ça vous dirait de faire une petite expérience? Je mets de la musique. Mais c'est sans danger, hein. C'est de l'hypnose humaniste. C'est vous le patron. Moi, je cause. Vous fermez les yeux ou pas, comme vous voulez. On se met une petite musique et on fait juste un petit peu d'expansion de conscience. Et ce que vous voulez après. On fait ça? Ce serait bien. Que ça n'était pas venu pour rien. Allez, on met un petit peu de musique alors. Un petit peu de musique. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Alors, j'ai en musique, j'ai quoi? J'ai le dernier concert d'ACDC. Le best-of de Metallica aussi, si vous voulez. Non? Alors, je vous mets quelque chose, mais je vous dis pas que ça va beaucoup bouger, hein. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? Ça commence doux, mais après ça s'énerve un peu, je pense. Parce que pour danser, ça va pas être super sinon. Les humanistes, c'est des gourmands. Les humanistes, ils sont pas épicuriens. C'est Balou. Pop, 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 pop. Tu dis, il en faut peu pour être heureux. Oh, quelle tristesse. Toi, t'arrives, tu commandes un moelleux au chocolat. Mais tu veux la crème anglaise autour. Et tu dis, elle est où la boule de glace vanille? Vas-y, amène, on a des techniques pour perdre du poids. Alors généralement, si on peut sourire ou s'amuser dans la vie, tant qu'à faire, de dégager des petites bulles pétillantes, on vivra plus heureux en s'amusant qu'en étant triste, strict et sévère. Ça n'empêche pas de faire des choses très importantes pour les gens parfois dans leur vie. Justement parce qu'on a le sourire. Alors, si vous fermez vos yeux, vous y verrez plus clair, vous allez voir. Je vous laisse faire. En fait, le truc, c'est ça, c'est que votre cerveau, tant que vous aviez les yeux ouverts, pensait être dans cette pièce. Évidemment, vous y êtes dans cette pièce. Mais on est quand même posé sur une superbe île, en plein milieu de l'océan, dans un endroit du monde. Et ça, on l'oublie quand on est dans une petite pièce comme ça. Simplement d'avoir fermé vos yeux, qu'est-ce qui se passe? Cherchez donc, dans votre esprit, où sont les murs? Où est le plafond? Parfait, il n'y en a pas. Poussez les bras de votre esprit sur les côtés. Cherchez à toucher comme les limites de votre esprit avec votre imagination. Cherchez où sont les murs. Peut-être qu'il y en a qui en ont des murs, mais j'espère que vous n'avez pas ça. Et qu'à l'intérieur de vous, ça s'éloigne, peut-être même infiniment. Notre esprit, il est sans doute infini. Quand là, vous êtes tranquille, posé, assis sur votre siège, vous entendez ce qui se passe autour de nous. Nous, on a mis une petite musique sympa, avec la batterie, tout ça. On entend les autres autour, les couverts. Est-ce que vous l'écoutiez ça juste avant? Il y avait déjà la batterie pendant qu'on discutait. Et il y en a, je suis sûr, ils ne l'avaient pas entendu. Les oiseaux, est-ce qu'on entendrait les oiseaux? On peut entendre le souffle de la climatisation.
est-ce qu'on pourrait entendre le bruit des vagues de l'océan? Parfois, quand on est à Paris, comme le sous-sol de la capitale est troué, il y a des parkings, il y a des garages, il y a le métro. Parfois, il passe sous le sol. Ben, le métro, même par exemple, c'est gros, hein, il y a beaucoup de gens dedans. Ça peut faire vibrer la salle. Et les gens n'y font pas attention. Et vous, là, je suis sûr que depuis que vous étiez là à écouter ce que je vous racontais, vous n'avez pas fait attention que le métro passait sous vos pieds à Paris. Bon, il faut dire qu'on n'est pas à Paris non plus. Mais par une des merveilles de notre esprit, ce qu'on appelle nos neurones miroirs, quand vous voyez quelqu'un se blesser, bien souvent, vous avez une réaction vous-même d'évitement, de rejet. Vous avez comme mal pour lui. Ah! Et par le même fonctionnement, si vous visualisez, si vous vous entraînez à passer par exemple un examen, votre esprit va croire que c'est vrai, que vous le faites vraiment, et vous pourrez vous préparer à cet examen. Encore un exemple, lorsque vous avez une nouvelle voiture. Au début, vous ne savez pas trop où est-ce qu'elle est cette voiture. Quelle taille elle fait, la largeur, la longueur. Mais au bout de quelques temps, votre esprit a pris la dimension de la voiture. Et c'est devenu comme une extension de vous-même. Comment ça marche? Ça fonctionne parce qu'à chaque fois que vous pensez à quelque chose, votre esprit, votre cerveau le fait vraiment. Et curieusement, on a beau être à presque 10 000 km du premier métro, et bien le fait d'y penser vous y ramène. Où que vous soyez dans le monde, votre esprit peut se propager partout où vous pouvez imaginer. Vous aimez l'île Maurice? Allons à Maurice. Le fait d'y penser, et votre cerveau, votre esprit va penser, ressentir, et avec un petit peu d'imagination, vous pouvez même arriver à le vivre, vous pouvez vous sentir comme à Maurice. Et pour autant, avec ce que je vous raconte, vous êtes toujours ici avec moi, j'espère que vous entendez toujours la batterie, la musique, toujours aussi calme. Essayez de mélanger ces choses-là, on ne cherche pas à s'en extraire. On pourrait s'extraire de ça, oublier les gens qui bougent, qui toussent, la musique. Et c'est un état agréable également. Vous plongez à l'intérieur de vous et vous oubliez le monde. Le souci, c'est que cet état-là ne règle rien. Quand vous revenez à vous, quand vous vous réorientez, le monde est toujours le même. Voilà. Et si vous vous ouvrez, si vous laissez venir les choses à vous, là vous vous infiltrez dans le monde, vous faites partie du monde, vous faites partie du monde. À partir de là, vous pouvez changer les choses, un peu comme un surfeur. Imaginez que vous soyez en train de surfer sur la vague de votre vie. Imaginez que cette vague aille malheureusement vers de sombres ennuis, des rochers, la falaise. Vous aurez beau apprendre à mieux surfer, ça ne changera pas la direction de la vague. Tant que vous vous sentez séparé de la vie, vous subissez la vie. Quelle est la seule et unique manière de changer la direction de votre vague, de votre vie? La seule et unique manière, réfléchissez, la seule et unique manière, c'est de devenir la vague, de vous sentir être l'océan. En acceptant de faire un avec la vague, avec la vie, avec l'océan, en bougeant les choses différemment, ou
ou en arrêtant parfois de bouger. Là, vous orientez la vague, vous pouvez donner une direction à votre existence. Ce n'est pas comme dire « je suis dans l'océan ». Ça fait toujours deux personnes, vous et l'océan. Il s'agit d'en arriver à un point où vous pouvez vous sentir vibrer à chaque respiration comme une ondulation. Comme si la vie qui crépite, vous l'entendez toujours, hein. C'est un petit peu comme les oiseaux qui chantent autour de vous. S'il y a des vagues qui font des embruns, ça fait toute une agitation. Mais dedans, c'est profond. Dedans vous, ça va loin, c'est profond. Et vous devenez l'océan. Et en devenant cet océan, en modifiant votre respiration, vous modifiez vos ondulations. Et vous modifiez vos vagues. Vous modifiez la direction de votre océan, de votre vie. Même quand vous redevenez le surfeur. Même si les choses de la vie vous séparent de l'océan et que vous redevenez le surfeur, la vague aura changé. Parce que vous aurez expérimenté, vous aurez vécu à un instant cette harmonie, cette connexion avec la vie autour de vous. Et c'est ça qu'on peut amener une personne à faire lorsqu'elle a besoin de changer dans son existence. Les plus gourmands d'entre vous, les plus humanistes, auront peut-être le goût de garder cette connexion. Est-ce qu'il y a une sortie de transe? Est-ce qu'il y a un retour quand on fait de l'hypnose humaniste? Qui c'est qui aura envie de casser ça? Personne. Donc quand vous vous sentez plein et ondulant, quand vous sentez que votre respiration fait une avec les courants de la vie, et que vous pouvez sentir au mieux que vous pouvez garder cette conscience-là, la connexion avec les choses autour de vous. Il faut dire, ce qui est calme, c'est profond. Ce qui s'agite, c'est la surface, les petits oiseaux. Et que vous avez pris comme une sorte de contrôle de votre vie, des événements, comme le surfeur qui se laisse aller, qui se laisse glisser, et qui prend plaisir parce qu'il sait qu'il dirige son surf. Pour que ces choses deviennent vraies, qu'elles se cristallisent dans votre existence. Maintenant, vous connaissez la formule magique. Vous faites la même chose, maintenant, à l'envers que ce que vous avez fait tout au début. Qu'est-ce que vous avez fait au début? Vous avez fermé vos yeux pour ouvrir un monde où tout est possible. Ensuite, vous avez modifié votre monde et vous aimeriez que ça devienne vrai maintenant. Pour le cristalliser, faites comme vous faisiez avant sans le savoir, mais faites-le volontairement. Ouvrez vos yeux. Et tout ce que vous avez mis en place, ensuite, restez comme vous l'avez modifié à l'instant. En plus, on est synchro avec la musique. On est trop fort. C'est bon? Personne n'a fait le chien? Je suis déçu. Une induction quand on va en expansion, on a fait quelques minutes pour qu'on se rende compte de ce que ça fait. Normalement, ça dure 20-25 minutes parce que c'est moins facile de gommer la cassure entre le conscient et l'inconscient que de l'empirer, enfin, entre guillemets, que de la casser. Et donc, quand on est en individuel, là, on peut faire ce qu'on fait en hypnose humaniste. En groupe, on ne peut pas faire l'hypnose humaniste, mais je ne vous l'avais pas dit avant, parce que j'avais envie qu'on essaye quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en faire? Parce que je ne vous ai pas fait parler. Si je ne veux pas vous faire parler, la parole crée, dit-on, en psychothérapie comme dans l'ancienne tradition, les choses que vous vivez deviennent moins vraies. Donc quand on accompagne une personne, on lui demande toujours de nous raconter. Et ne serait-ce qu'en s'exprimant, les paroles densifient ce qu'elle vit. Et ça devient plus vrai. Et deuxièmement, si vous êtes au volant, si vous êtes au volant, ça ne se pose pas, mais si vous êtes passager d'une voiture où le chauffeur commence à s'endormir, qu'est-ce que vous faites? Eh oh! Vous lui tapez un peu sur le bras, vous le faites parler, chanter des chansons, etc. Donc quand on est en individuel, les gens qui ont appris à se dissocier, à partir dans la lune, on les en empêche pour qu'ils puissent gagner en conscience plutôt que de s'évader.
Et ce sont les deux caractéristiques, faire parler la personne et l'empêcher de tourner de l'œil, de tomber dans l'inconscience. On ne peut pas faire ça en groupe. Alors, vous voyez, quand on est tous ensemble, il faudrait que ça soit plus long comme induction, et il faudrait qu'on soit tout seul surtout, pour pouvoir parler, discuter, et que je vous aide à mieux gagner en conscience. Ça se fait qu'individuellement, ça. Mais bon, je pense que ça vous a permis de comprendre le système. Il n'est pas question qu'on prenne le contrôle sur les gens, ou qu'on leur fasse faire je ne sais quoi. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y en a qui ont besoin peut-être...